Alors pour les inscriptions, pas de souci, hein, si vous êtes plusieurs derrière l'écran, c'est encore mieux. Vous pourrez derrière échanger ensemble, débriefer, donc c'est génial. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de finir d'être présent jusqu'au bout, parce que je vois que des personnes pourraient sûrement partir avant, pas d'inquiétude. Comme pour nos autres webinaires, il y aura un lien qui vous sera transmis, qui va être mis en ligne. Donc vous pourrez le retrouver directement sur notre chaîne YouTube Télégiraffe. Donc si jamais vous avez besoin de le revisionner, il n'y aura aucun souci sur ce biais-là. Vous y aurez accès juste après. Ah, je vois qu'on est aussi à Genève. Oui, oui, on a beaucoup de participants, on est assez contents. C'est assez impressionnant de voir tout cet engouement autour euh, à quel point vous êtes réunis autour de cette thématique-là. Et c'est aussi extrêmement intéressant pour nous parce que bah, c'était aussi tout le moment d'essayer de vous accompagner au mieux et de voir qu'il y a autant d'engouement. C'est génial, c'est qu'on arrive un peu à répondre à ces questions-là. Pour la question des micros, pas d'inquiétude. En fait, vos micros, normalement, vous ne pouvez pas les ouvrir, ou du moins, on ne vous entendra pas. On a vraiment uniquement nos micros à nous qui allons animer. Donc, pas d'inquiétude. L'idée, par contre, c'est que voilà, si vous avez la moindre question, c'est que n'hésitez pas à écrire dans le canal. Vous voyez, je vois à peu près toutes vos questions passer. Ça se trouve, on n'y répondra pas tout de suite parce qu'on, dans le déroulé qu'on a prévu, on y répondra. Par contre, si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas pensé, j'en prendrai note et comme ça, on aura, pendant le temps d'échange à la fin, on pourra vous y répondre. Allez, ce que je vous propose, c'est que je vois qu'il est 13h05. On a quand même un déroulé qui est assez chargé. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence dès maintenant. Et que juste après, on puisse justement voir toute cette histoire du Kamishibai. Avant tout, quand même, euh, je souhaite quand même remercier du coup Lise Massal qui est avec nous, qui va pouvoir nous accompagner et m'accompagner surtout sur le Kamishibai parce que je suis absolument pas un spécialiste du Kamishibai. J'ai pu le pratiquer moi en structure d'accueil, mais c'est encore mieux quand on a quelqu'un qui le pratique au quotidien. Donc, ce que je vous propose, c'est que justement, on puisse commencer dès maintenant. Et si jamais, Lise, tu souhaites dire un mot pour te présenter, n'hésite pas. Alors très rapidement, je suis artiste, conteuse, mais pas seulement. Je suis aussi comédienne, chanteuse et chef de chœur et en tant que conteuse, donc je pratique le kamishibai exclusivement pour un public de tout petit depuis 10 ans et très souvent dans de multiples structures et c'est un outil et un format qui me passionne toujours, autant. Bah, merci beaucoup. Et bah aussi, je me rends compte que je me suis pas présenté à vous pour les personnes qui me connaissent pas forcément. Du coup, je suis Andrew Mathiasco, je suis le référent pédagogique de l'association Agir pour la petite enfance. Et du coup, je suis éducateur de jeunes enfants de formation, donc j'ai été en structure d'accueil auparavant. Donc moi-même, j'ai pu utiliser le Kamishibai. Et donc du coup, c'est toute l'idée un peu de rendre accessible cet outil qui est assez merveilleux pour les enfants. Du coup, pour commencer, en fait, c'est moi qui vais vous faire cette introduction. Une introduction justement au Kamishibai pour vous inviter justement dans toute cette question de ce voyage. C'est un voyage à travers les mots et les images qui vient du Japon. Donc c'est vraiment une tradition là-bas qui était un théâtre de papier, un art du récit, et qui est assez ancien. Euh, pour vous dire à quel point c'était assez ancien, c'est qu'au Japon, ça a été créé quand même au 12e siècle, donc dans les temples bouddhiques, donc c'est assez lointain. Les moines l'utilisaient principalement de base à travers les rouleaux, pour transmettre leur savoir au grand public qui était analphabète. Donc toute l'utilisation de l'illustration à ce moment-là. Mais le kamishibai, en fait, il a surtout eu un essor tel qu'on le connaît, donc l'illustration et le texte, au niveau du XXe siècle, dans les années 20-30. En fait, à cette étape-là, à cette date-là surtout, à cette époque, les conteurs, en fait, c'était surtout des conteurs de rue, qu'on appelait les kamishibai ya, excusez-moi pour la prononciation, qui sillonnaient en fait les villes à vélo. Donc en fait, à ce moment-là, c'était vraiment sur leur bicyclette, ils avaient une boîte en bois de sorte à pouvoir que ça soit plus simple pour le porter, où ils glissaient en fait des planches illustrées et en fait qui faisaient ensuite défiler. C'était vraiment une forme de spectacle vivant. Souvent, c'était gratuit et l'idée en fait, c'était que ils puissent justement transmettre toute cette histoire-là. Et si vous posez la question comment ils arrivaient entre guillemets à financer leur art, c'était à travers la vente de bonbons ou de friandises auprès des enfants. Et en fait, tout ce moment-là, c'est que après l'âge d'or, on pourrait dire, du Kamishibai, comme nous on peut le connaître aujourd'hui, c'est dans les années 30 et 50, où malheureusement, ça a été un peu
en déclin face à l'arrivée massive de la télévision. Donc on dit souvent que, ironiquement, la télévision peut être un peu l'ennemi public du chez Kamishibai. Mais pourtant, ils disparaissent pas à cette époque-là. Et là, on remarque qu'il y a quand même un grand moment d'essor du Kamishibai, de l'utilisation du Kamishibai comme une seconde vie, comme on le retrouve de plus en plus dans les modèles d'éducation, les bibliothèques, de l'art et parfois même de la scène contemporaine. Donc c'est aussi tout l'intérêt pour lequel on vous présente aujourd'hui cet outil. C'est que ça a un réel intérêt, quelle que soit notre pratique, quand on accompagne du jeune public. L'idée vraiment, en fait, derrière cette narration-là, c'est d'être dans une expérience aussi collective. C'est en fait, à travers ça, l'enfant, il voit, il entend, il peut même anticiper, réagir. Il est absolument pas passif, il est captivé par tout ce qu'on peut faire et il y a vraiment un lien fort entre le narrateur et le public. L'idée, en fait, derrière le kamishibai, c'est vraiment que le kamishibai, en fait, c'est un art plastique. Les images sont assez grandes, sont colorées, sont expressives. Elles se contentent pas d'être juste une image, apposée, sans intérêt, loin de là. Elles participent vraiment au rythme du récit. Certaines scènes sont conçues justement pour avoir des fois des effets de zoom, de surprise, d'émotions visuelles. C'est vraiment, les images sont là comme un outil pour accompagner le récit. C'est vraiment une grosse alliance entre l'oralité et les images qui sont séquencées. Donc c'est vraiment tout ce côté-là. Le format vraiment, aujourd'hui dans les structures d'accueil qu'on peut avoir ou dans les écoles, les médiathèques, c'est vraiment un support extrêmement riche. Parce que à travers ça, justement, vous allez accompagner tout ce qui est, favoriser tout ce qui est l'apprentissage au langage, développer l'écoute, la mémoire de narration, l'imagination, mais aussi l'interculturalité en fonction des histoires que vous pouvez, raconter et aussi avoir des traductions d'histoires. Comme on voit justement, c'est un outil qui vient du Japon aussi, donc il peut avoir des traductions d'histoires et il peut être même utilisé avec des enfants en situation de handicap ou du public non francophone. L'idée vraiment de ce format-là, c'est que ça soit un levier d'expression très démocratique. C'est vraiment que ça peut être accessible à n'importe qui. C'est qu'on puisse le rendre le plus accessible possible et que ça donne envie en fait de devenir, de venir découvrir cet nouveau outil pour les histoires. C'est vraiment tout l'intérêt de ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse, suivre justement, une histoire de Lise, sur justement la question de la narration autour d'une histoire de Kamishibai. Je te laisse la main, Lise. Alors, l'histoire que j'ai choisi de vous présenter, j'ai choisi donc déjà moi je suis vraiment, spécialisée pour le public des tout petits. Les enfants auxquels je m'adresse, ils ont entre 1 an et 5 ans en général et donc c'est ce type d'histoire que je vais vous proposer maintenant et donc là, c'est une histoire que j'ai écrite et dessinée moi-même. Je fais les 2. Il y a des histoires que je réadapte à partir d'albums jeunesse et certaines que j'écris, et que je dessine moi-même. Donc là, c'est une que j'ai composée moi-même et je l'ai choisie exprès pour vous montrer qu'on peut, à partir de la technique de base, aller assez loin, et avoir des pratiques différentes tout en gardant la pratique avec le castelet et les images. Donc je m'installe. Je te laisse me dire, Andrew, si on est Tout est bien. parfait. On voit C'est bien. super bien. On voit super bien Kamishibai OK. et on te voit aussi, c'est parfait. Je vous présente Petit Bonhomme. Ici, c'est son école et là, c'est sa maison. Aujourd'hui, Petit Bonhomme a tellement bien discuté et joué avec ses copains qu'il a oublié de regarder l'heure et oups, oh là là, aïe aïe aïe, il est en retard. Vite, vite, j'y vais, se dit Petit Bonhomme et il se met à marcher. Bedam, bedi, bedam, dam, bedi, bedam, bedi, bedam, dam, bedi. Il marche, il marche, il marche. Il marche, mais la maison est toujours très loin. Oups, oh là là, aïe aïe aïe, il est en retard. Alors il se met à courir. Bedam, bedadam, bedam, bedadam, bedam, bedadam, bedam, bedadam, bedam, bedadam. Il court, il court, il court. Mais la maison est toujours trop loin. Oups, oh là là, aïe aïe aïe, il est en retard. Ah, c'est pas vrai, se dit Petit Bonhomme. Je suis très en retard. Je risque d'arriver très en retard et de me faire gronder. Oh là là, il est vrai très embêté. Mais en mettant la main dans sa poche, il trouve un petit bout de papier. Un bout de papier comme ça et il se met
à le plier. Il plie un peu comme ça, un peu comme ci pour faire un origami. Il plie un peu comme ci, un peu comme ça et regardez ce que voilà, un bateau. Alors justement, à côté du chemin qui mène à la maison, il y a une rivière. Alors petit bonhomme saute dans le bateau et le voilà parti. Avec mon bateau, je vais sur l'eau. Vogue, vogue, petit bateau. Avec mon bateau, je vais là-bas. Où ça, jusqu'à chez moi. Et tout à coup, sur le chemin, il voit petite Nana qui court. Bedam, bedadam, bedam, bedadam, bedam, bedadam, bedam, bedadam. Et oh, petite Nana, ça va? Oui, oui, ça va, mais oups, oh là là, aïe, 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 je suis en retard. Eh bien, moi aussi. Alors, viens, monte avec moi dans le bateau et hop, petite Nana saute dans le bateau et les voilà partis. Avec notre bateau, on va sur l'eau. Vogue, vogue, petit bateau. Avec notre bateau, on va là-bas. Où ça, jusqu'à chez toi et moi. Avec le bateau, ils vont vite, mais pas encore assez. Oups, oh là là, aïe, 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 ils sont en retard. Alors voilà ce qu'ils font. Ils prennent le bateau et ils le déplient. Il déplie un peu comme ça, un peu comme ci pour défaire l'origami. Il replie un peu comme ci, un peu comme ça. Et regardez ce que voilà. Ah, un avion. Et hop, petite Nana et petit bonhomme sautent dans l'avion et les voilà repartis. Avec notre avion, on va à fond. Vole, vole, petit avion. Avec notre avion, on va là-bas. Où ça, jusqu'à chez toi et moi. Et ils sont arrivés juste pour l'heure du goûter. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'avion et ils l'ont déplié. Ils ont déplié un peu comme ça, un peu comme ci pour défaire l'origami. Ils ont déplié un peu comme ci, un peu comme ça. Et regardez ce que voilà. Ça, c'est une nappe en papier sur laquelle ils ont mangé un bon goûter. Et Bedane Bedi, cette histoire est finie. Super. Bah, merci beaucoup pour cette lecture. Je vois qu'il y a déjà eu des questions, donc vous inquiétez pas, j'en prends note. Et on en répondra juste après. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a déjà quelques-unes auxquelles je vais pouvoir vous répondre à l'heure actuelle. Bah, merci beaucoup pour cette lecture. On était captivés par cette lecture. C'était juste génial. L'idée maintenant, c'est que bah, pour ceux qui sont, je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà familières du Kamishibai, d'autres peut-être un peu moins. C'est que je puisse aussi vous montrer aussi, ou vous expliquer un peu les outils qui ont été utilisés. L'idée, voilà, c'est que le Kamishibai, comme vous avez pu le voir, c'est le récit d'une histoire à travers un, un- un outil en bois qu'on appelle le butai, en fait, pour le Kamishibai. D'ailleurs, j'ai vu le mot de théâtre. En fait, d'où vient le Kamishibai, c'est que c'est vraiment un théâtre, en fait, à taille humaine, on va dire, à taille d'enfant. C'est vraiment le côté de ce pilier-là. Le Kamishibai, il est sur trois piliers. C'est vraiment le butai, donc l'outil en bois, les planches illustrées sont animées, et surtout bah, la voix derrière, le rythme qu'on y met. C'est vraiment l'une des choses qui est le plus importante en fait derrière. Et c'est tous ces mécanismes-là, quand ils se mettent tous ensemble, qui créent une histoire vivante et qui captive l'enfant. Sur le bouteille, comme vous l'avez pu, la signification même du bouteille, en fait, littérale, c'est que c'est une scène. Donc c'est vraiment que cette structure en bois-là, c'est une mise en scène en image de l'histoire. Donc visuellement, comme vous avez pu le voir, voilà, c'est un cadre, comme l'ouverture de porte de théâtre, et il met en image vraiment tout le côté du regard qui se centre sur l'histoire, avec les portes justement qui s'ouvrent et qui permet de guider le regard. C'est vraiment aussi voilà, la symbolique du petit théâtre avec des volets qui s'ouvrent et qui se referment. L'objet derrière, c'est vraiment le fait de faire défiler les planches. Comme vous avez vu, les planches, elles défilent, de droite qui défilaient. L'idée, en fait, c'est que bah, de base, ça vient du Japon. Donc, comment les images défilaient, c'était dans le sens de lecture là-bas.
Donc c'est aussi tout l'intérêt derrière qu'il y avait dans ce sens-là, c'est qu'il y avait vraiment aussi une idée, très intéressante par rapport à ça, c'est de mettre même du sens derrière et aussi une forme de ritualisation. Parce qu'en ouvrant les portes pour l'histoire, en faisant défiler les images toujours dans le même sens, vraiment on ritualise ce moment-là. Et en même temps, en fait, le bouteille, de façon inconsciente, ça crée une sorte de frontière, en fait. Contrairement à un livre, c'est que c'est ou à un écran, le bouteille, ça oblige, en fait, à regarder l'ensemble. Ensemble, une même image mise en scène. C'est un peu, on peut aussi voir des fois, comme des théâtres d'ombres ou une dimension presque, qui est un peu magique derrière l'histoire qu'on raconte. Là, justement, bah, Lise connaît super bien son histoire, donc elle avait plus besoin de lire. Mais si jamais vous vous lancez vous dedans, dites-vous qu'en fait, dans l'histoire du Kamishibai, c'est qu'en fait, vous avez l'image illustrée qui est devant vous, qui est devant, en fait, les personnes qui regardent avec, le théâtre et vous, en arrière-plan, c'est ouvert, comme juste ici, vous voyez? Là, ça serait l'avant de mon théâtre et juste derrière, en fait, c'est ouvert et en fait, ici, vous auriez le texte. L'idée, c'est qu'en fait, vous puissiez lire, en fait, vraiment au verso. Vous avez le texte et au recto toute l'image. C'est qu'en fait, ça permet aussi auprès de la personne, du narrateur de lire et aux personnes qui suivent l'histoire de ne voir que les images, de ne pas être entre guillemets «parasité» par des bulles qui peuvent apparaître d'écriture. C'est vraiment ce côté-là. C'est pas vraiment par contre, je tiens à souligner que le Kamishibai, c'est absolument pas un diaporama ou une suite d'images qui se défilent, sans sens, loin de là. L'image, elle est jamais fixe, elle vit, elle est interactive avec le texte comme on a pu justement le suivre là et c'est vraiment tout ce rythme-là qu'on met qui rend l'histoire encore plus vivante. L'idée derrière ça, c'est que vraiment chaque image, elle est conçue pour suggérer une action. Surprendre un peu dans le récit, préparer la planche suivante. C'est vraiment créer une forme de continuité, en fait, entre chaque planche. Des fois, on peut avoir des effets de zoom, comme je vous disais juste avant, mais ça dépend. Heu, donc voilà. Donc là, moi, ce que je vous propose plus, c'est que, bah, justement, Lise a pu nous lire cette histoire-là. Comme vous avez vu, elle s'appuyait sur des chansons, elle avait un rythme et je pense qu'elle sera même plus à même que moi de vous en parler de ce rythme-là, et du public, comment, s'adapter à son public. Oui. Alors, bon, effectivement, je me rends compte que là, l'histoire que j'ai présentée, elle s'adressait plutôt à des gens qui n'étaient pas novices ou qui connaissaient déjà un petit peu le kamishibai et du coup, je voulais montrer les variations qui étaient Mmh. possibles parce qu'effectivement, de manière traditionnelle, on va plutôt avoir des histoires qui vont, être entre 10 à 30 pages qu'on va effectivement faire défiler au fur et à mesure, dans le bouteille. Donc moi, j'en ai, hein, des types d'histoires de ce style-là mais je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi ouvrir la pratique et aller chercher, des choses différentes. Parce qu'en fait, moi, dans ma pratique, j'ai souvent été amenée à rencontrer des gens qui travaillaient dans les structures de la petite enfance et qui me disaient avoir le bouteille, avoir les kamishibai, mais ne pas s'en servir ou ne pas arriver à le mettre en œuvre et donc me demandaient, bah, quels étaient, un peu les secrets, les combines pour bien y arriver. Donc c'est ça dont je vais vous parler maintenant. Heu, En vous rappelant que donc moi, ma pratique, elle est vraiment, ciblée sur les tout petits. Donc il y a des choses que je vais dire qui vont vraiment concerner ce public-là. Mais il y en a d'autres qui sont adaptables, quel que soit l'âge pour lequel vous voulez pratiquer. Donc moi, la première chose que je voudrais dire pour bien se servir d'un kamishibai, c'est qu'il ne faut donc justement pas trop s'enfermer dans la technique. C'est-à-dire que finalement, le principe du kamishibai, il est relativement simple. Comme Andrew l'a expliqué, il suffit de faire défiler donc des pages en grand format les unes après les autres et lire le texte qu'il y a derrière. Pourquoi il ne faut pas trop s'enfermer? Donc déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir faire en sorte que la pratique qu'on en a, elle soit le plus fluide et libérée possible. Pour faire ça, il va falloir s'entraîner un petit peu, c'est-à-dire que si ça semble un petit peu, rigide ou compliqué, il faut le faire jusqu'à ce que ce soit souple et libre et concernant les histoires, même si effectivement vous pouvez peut-être pas toutes les connaître par cœur, moi oui, c'est mon métier, donc toutes mes histoires, je les connais par cœur et c'est un énorme avantage parce que, j'ai l'œil constamment ouvert vers mon public. Mais si toutefois vous ne pouvez pas le connaître par cœur, il faut l'avoir lu chez vous et même dans l'idéal, pratiquer par exemple devant vos enfants ou devant, un public, de famille par exemple
pour connaître l'histoire le mieux possible, au moins les temps forts, voilà. Donc ça, c'est important. Ensuite, ne pas s'enfermer dans la technique du kamishibai, ça veut dire qu'il va falloir être le moins possible rigide et sur le boutail et sur les histoires et sur sa lecture, et qu'il va falloir travailler sa posture de conteur. Parce que quelle que soit la technique qu'on utilise, c'est la posture de conteur d'une manière générale qui va avoir beaucoup d'effet sur votre public. Donc ça va être le travail sur la voix. Et par exemple, si on s'adresse à un public de tout petit, il faut que la voix soit posée, soit calme, soit douce. Et si par exemple on a une voix très aiguë et qu'on parle par exemple en voix de tête, on va essayer d'aller travailler ces fréquences basses. Euh, on va se servir beaucoup des chansons, si possible, c'est-à-dire qu'au sein des histoires, on peut amener de la musicalité, donc soit au travers de chansons qu'on va amener au cours de l'histoire, soit même choisir des textes qui ont une musicalité propre. La posture de conteur, ça va être aussi le corps. Il va falloir être à l'aise dans son corps, ouvert. Et encore une fois, moi, par rapport à la technique de base du kamishibai, qui est plutôt, donc traditionnellement, le conteur, il est plutôt caché derrière le boutail et on ne voit que les images. Moi, pour les tout petits, ça, c'est quelque chose que je préconise pas. Moi, je fais exprès de montrer mon visage, d'avoir des mimiques, d'avoir des gestes. Vous voyez, pendant l'histoire, j'ai rajouté des petits gestes, j'ai rajouté des baguettes. En fait, j'ai rajouté pas mal de choses. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas être trop fermé. Il faut vraiment se sentir libre de rajouter toute chose qui va amener de l'interactivité et du visuel. Parce qu'en fait, les enfants, ils sont naturellement très, très attirés par l'image et par le visuel. Et donc, quand on rajoute son visage, quand on rajoute des gestes, on rajoute en fait des possibilités de décodage pour un public de tout petit et pour être certain que ce qu'on raconte va vraiment les toucher et qu'ils vont vraiment pouvoir s'en saisir. Ça, pour moi, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que quand on s'adresse à un public, on a envie qu'il se sente confiant et qu'il se saisisse vraiment de ce qu'on est en train de lui raconter. Et donc, pour un public de tout petit, il va vraiment falloir aller chercher ces enfants qui sont pleins d'émotions et qui vont être vraiment très réceptifs à tout ce qu'on va leur montrer. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant avec le kamishibai et c'est pour ça que j'ai choisi cette technique. C'est qu'aujourd'hui, je considère que ça peut être vraiment quelque chose d'alternatif avec la télé et avec les écrans. Et effectivement, au Japon, le kamishibai, il a disparu au moment où la télé est apparue. Et c'est pas pour rien. C'est que les enfants, et pas que, même nous adultes, on est attirés naturellement par les images. Mais aujourd'hui, c'est une telle débauche d'images et qui ne sont pas adaptées au cerveau des enfants que là, on leur propose vraiment quelque chose de visuel qui va juste leur servir de décodage, ce qui va permettre, par exemple, moi, avec les tout petits, je peux me permettre de leur raconter des histoires qui vont être peut-être un tout petit peu plus complexe que ce que j'aurais pu faire si j'avais pas eu le kamishibai, l'image. On va pouvoir utiliser un vocabulaire aussi un tout petit peu plus complexe parce qu'on sait que l'image est support de compréhension pour le petit enfant. Et donc, c'est vraiment une technique extrêmement intéressante. Et la chose extrêmement importante sur laquelle je voudrais insister, c'est que la réussite d'une séance de kamishibai, elle va tenir dans le fait que vous avez parfaitement ciblé votre public et donc la tranche d'âge de votre public. Et donc bien choisi vos histoires. Et souvent, ce qui pêche, c'est pas tant le kamishibai, est-ce que je sais ou pas me servir du kamishibai, mais comment j'ai choisi mes histoires et est-ce que mes histoires, elles sont vraiment bien adaptées au public auquel je m'adresse. Et donc là, je vais essayer d'être pas trop longue. Tu me diras, Andrew, si je déborde trop, Pas de mais je souci. vais essayer de vous dire dans les grandes lignes, pour un public de tout petit, quel type d'histoire il faut choisir quand on fait du kamishibai et le type d'histoire qui vont fonctionner avec des tout petits. On peut faire pour commencer des comptines et des chansons. Et ça, les comptines, ça marche très bien aussi avec le kamishibai. Moi, j'ai tout un corpus de comptines que j'ai inventé et dessiné également. Et ça marche extrêmement bien. Et c'est donc une technique qu'on peut coupler avec la pratique du kamishibai.
Si on ne fait pas de la comptine stricto sensu, on peut faire comme je l'ai fait dans mon histoire, si c'est nous qui l'inventons, rajouter des petits moments chantés. La chanson, la musicalité, c'est vraiment quelque chose qui vient attraper les enfants dès le plus jeune âge, même dès tout bébé. Ils sont extrêmement sensibles à la musicalité. Donc cette musicalité, on va la retrouver dans les chansons, mais on va aussi la retrouver dans le type de texte qu'on va proposer, où on va pouvoir mettre des rimes, des répétitions. Et tout ça va créer une musicalité du texte aussi, qui va être, auquel les enfants vont être extrêmement sensibles. Un autre type d'histoire qui peut marcher, ce sont les imagiers. On peut aussi faire de l'imagier en kamishibai. Moi, je le fais peu, mais c'est quelque chose qui peut très bien marcher en crèche ou avec des réseaux d'asthmates. Et ensuite, j'en viens à un type d'histoire. Alors non, avant, je vais vous... Il y a les histoires du quotidien. Donc, ce sont toutes les histoires qui vont faire appel à des émotions ou à des moments de la vie que le petit enfant est en train de traverser. Ça peut être faire pipi sur le pot, euh, autour de la tétine, de l'endormissement, des émotions, de la colère. Enfin, vous voyez, toutes les émotions qui vont parler à l'enfant parce qu'il les traverse lui-même. Donc, en général, ce sont des histoires qui vont faire intervenir un petit personnage ou un petit animal auquel l'enfant va pouvoir s'identifier. Et la dernière catégorie d'histoire, qui est extrêmement intéressante à faire en kamishibai, parce que parfois, par exemple, en livre, en librairie, c'est un type d'histoire qui va être proposé pour des enfants un peu plus grands, à partir de 4-5 ans. Mais grâce au kamishibai et à l'apport de l'image, on va pouvoir proposer ce type d'histoire et ça marche extrêmement bien. C'est les histoires qu'on appelle des histoires sous forme de randonnée. Donc la randonnée, c'est la première forme narrative qui opère le passage entre la comptine et les contes. Et en fait, les contes, c'est une forme narrative d'histoire qui ne convient pas aux tout petits enfants. Elle est trop complexe pour le cerveau des petits enfants. Et donc, le prémisse du conte, qu'on peut raconter vraiment à foison, c'est l'histoire par randonnée. Et l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, c'est une histoire par randonnée. Le principe de la randonnée, c'est que c'est une histoire toute simple dans laquelle une formule va être inlassablement répétée avec une situation initiale et une situation finale. Et entre les deux, des rencontres ou des événements qui vont être accumulables, permutables, supprimables ou emboîtés. Ce qui donne une construction de récit qui est simple et linéaire, avec au milieu une route qui est parcourue et qui sert de fil conducteur. Et ça donne des récits très rythmés et répétitifs qui plaisent énormément aux enfants. Donc moi, par exemple, le type de randonnée que j'ai utilisé, c'est une randonnée par remplacement. Au début, on a un petit bonhomme qui marche, et puis il court, et puis il monte dans un bateau, et puis il monte dans un avion, et puis à un moment donné, il y a un deuxième protagoniste, mais c'est tout. C'est tout simple, et ça marche extrêmement bien parce que ça donne des récits très rythmés et très simples que les enfants vont vraiment pouvoir comprendre et dans lesquels ils vont rentrer naturellement. Avec en plus l'apport de l'image qui, si je dois donner un dernier conseil, quand on fait du kamishibai pour des tout petits, après plus grands, il n'y a pas de problème, mais quand on s'adresse aux tout petits, on doit avoir des images très simples, très dépouillées. L'intérêt, c'est que l'enfant il puisse comprendre les grands schémas de ce qu'on est en train de lui proposer. Et c'est particulièrement intéressant pour les gens qui sont un petit peu complexés, par exemple, à créer leurs propres histoires, alors qu'en fait, pour des tout petits, c'est extrêmement simple, parce qu'on n'a pas besoin d'être un grand dessinateur. Moi, par exemple, je dessine mes propres histoires et je ne suis pas dessinatrice. Bon, mes dessins, ils sont pas trop mal, mais je suis loin d'être une dessinatrice. Je n'ai pas de patte, voilà. J'aimerais pas, par exemple, illustrer un livre et le vendre en l'illustrant. Je serais assez complexée. Mais en faisant du kamishiba, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est que l'enfant il puisse voir les grands éléments schématiques de ce qu'on est en train de lui raconter. Bah Voilà. super. Ce que je vous propose, c'est que comme j'ai vu en commentaire qu'il y en avait qui disaient justement à quoi ça rassemblait une histoire Kamishibai, on va dire plus classique qu'on peut avoir, j'ai sorti le bouteille que a pu nous faire parvenir lire demain. Donc vous voyez, c'est justement
li ça et la page est allée trop loin et en fait, c'est vraiment le côté de là, on fait tourner les pages sur le côté. Comme on disait, c'est ce côté de succession de pages et si on ferme pour que ça soit plus simple, si je vous le retourne, derrière justement, vous avez une lecture qui est beaucoup plus simple avec le texte. Là, c'était une histoire qui est aussi bilingue, donc il y a un texte en anglais, mais déjà le texte ici, c'est déjà extrêmement bien. Donc vous avez le texte juste ici, vous avez l'image qu'on va avoir ensuite aussi pour pouvoir, faciliter et du coup après, vous voyez l'histoire, c'est une phrase. C'est extrêmement sobre. L'histoire, c'est pas l'idée, c'est pas de ramener de la complexité dans cette histoire. Donc c'est vraiment une lisibilité. Ce que je propose, c'est que maintenant on passe aux questions parce qu'il y en avait énormément. Il y Alors en avait je oui, on m'entend là ou pas? oui, oui, on t'entend. Oui, ce que tu viens de dire m'évoque, une autre idée. Tu disais que le texte devait rester, simple. Alors après, il existe des Kamifibai pour des plus grands et même des adultes, hein. Alors là, on va avoir affaire à des textes plus longs, plus complexes. Mais par contre, si ça arrive que vous vouliez vous adresser à un public d'enfants assez jeunes et que les Kamifibai que vous avez sous la main vous semblent trop, foisonnants, justement avec des textes trop longs, rien ne vous empêche de retoucher les histoires Bien sûr. pour les raccourcir, par exemple, et les simplifier. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire et qui est efficace quand, des fois, on me dit: «Ah ben j'ai des Kamifibai, mais je les utilise pas parce que ça marche pas». On peut retoucher les textes pour, qu'ils soient plus courts parce que des fois, ils sont trop longs. Bien sûr, c'est toute l'idée. C'est qu'il faut pas hésiter des fois à adapter et en fait, vous-même comme ça vous pouvez créer une phase d'évolution dans l'histoire, de complexité qui peut se créer au fur et à mesure. Ce que je propose, c'est que comme il y a eu beaucoup de questions, j'essaie de toutes les noter, comme ça on en a plein. Il y a eu beaucoup de retours aussi sur, des expériences d'utilisation de Kamishibai, qui étaient assez intéressantes. La première chose qui avait été évoquée, c'était le fait que, l'histoire que tu as racontée, paraissait vraiment comme une histoire de théâtre de marionnettes, quasiment. Et ça a un peu étonné sur la question même de l'utilisation du Kamishibai sur une autre utilisation que nous il peut avoir quotidiennement, on va dire, dans les structures d'accueil. Ouais. Mais, ouais, Alors, effectivement, j'avais fait ce choix-là parce que, je voulais vraiment, expliquer que, le Kamishibai, comme toute autre forme d'outil, de support de conte ou de racontage, en fait, c'est bien si on s'enferme pas dans une technique traditionnelle pure, parce que souvent ça emprisonne et ça empêche beaucoup de possibles. Et en fait, je voulais montrer que à partir d'une technique traditionnelle qui est celle que Andrew vient de vous montrer, c'est-à-dire qu'on fait mmh, défiler des images et c'est déjà très, très bien, mais on a, un champ des possibles qui est extrêmement large et c'est ce que je voulais vous montrer en faisant cette histoire. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est une technique que j'ai énormément revisitée et effectivement, il va pouvoir y avoir l'apport de petites marionnettes, de petits personnages, de choses aimantées, parfois même de peluches et je pense que, c'est ça qui fait mouche aussi quand on veut animer. En fait, le but, c'est qu'on ait quelque chose de très rythmé, de très joyeux, de très attractif et donc c'est bien de ne pas s'enfermer dans une technique, pure, si ça vous parle. Parce que sinon après la technique de base du Kamishibai, elle est déjà vraiment très, très chouette mmh. et très riche, au départ, tout simplement. Ça, c'est sûr. C'est ça, c'est que pouvoir créer se sentir aussi le plus à l'aise possible derrière, c'est ne pas se retrouver enfermé dans un contexte où on n'est pas forcément à l'aise. Il y avait une Oui. question du coup un peu plus technique, c'est que, sur l'utilisation de tes personnages, ça a un peu interrogé, sur, comment ils tiennent parce qu'il y a quelque chose d'invisible, sur l'histoire, pour les Oui, faire tenir et ça, ces questions un peu techniques étaient revenues sur, comment ils tiennent du coup. C'est quoi le matériel que tu as pu utiliser pour ces histoires-là? oui, alors j'ai des plaques aimantées en fait dont je me sers, beaucoup. Malheureusement, parce qu'on me l'a demandé récemment, je ne me souviens plus. Je me souviens avoir fait de la découpe, que OK. c'était très ardu parce que j'avais dû trouver des matériaux aimantés que je puisse découper. Je ne sais plus comment j'avais fait avec des scies, enfin, j'avais pas mal galéré. Mais, du coup maintenant j'en suis dotée, ça fait 10 ans donc je me souviens plus très bien. C'est pour ça où là je disais en fait il faut être un petit peu créatif, un petit peu Mmh. bricoleur. Moi, je me souviens plus comment j'avais fait ces plaques-là, mais il y a tellement de choses possibles. Quand ce ne sont pas des choses aimantées, ça peut être des principes de scratch Mmh. ou on peut coller avec, je sais pas moi, de la pâte à fixe. Enfin, Mmh. on peut inventer vraiment, plein de sortes de choses pour, animer, et ouvrir un peu le L'univers champ. du Kamishibai.
Mmh. Tout à fait. Et du coup, il y avait une question qui était, juste après, c'est que tu parlais justement que tu adaptais des fois certaines histoires, d'histoires qui étaient, déjà connues et du coup, la Oui. question qui est devenue assez souvent là, c'était: «Mais c'est quoi au niveau des droits d'auteur?» Ah oui, alors, moi, en tant que conteuse, professionnelle, il faut que je demande, une autorisation avant de pouvoir, utiliser l'histoire. Donc je demande, une autorisation gracieuse, soit à l'éditeur, soit à l'auteur, et s'il me l'accorde, je réadapte l'histoire. Donc moi, ma pratique personnelle, mais je pense qu'elle est difficilement, réalisable par des gens qui ne seraient pas professionnels, c'est que je scanne les histoires, je les nettoie des textes, je les réadapte au format Mmh. A3 et je fais des impressions de qualité. Donc ça, c'est difficilement réalisable. Après, je sais pas très bien au niveau des droits d'auteur parce que je crois que ça a évolué. Quand j'ai commencé, je crois qu'on ne devait demander le droit d'auteur que si on était, professionnel comme Mmh. moi et que donc la séance était payante. Mais je suis pas sûre que maintenant on ne doive pas le faire dans tous les cas. Mais je veux pas dire de bêtises, donc je ne sais pas. A priori, de toute façon, même si, sortons du cadre légal stricto sensu, Mmh. c'est toujours sympathique, de demander une autorisation, à l'auteur et en plus, il y en a à qui ça fait très, très plaisir donc Oui, c'est ça. Ce que j'allais vous voilà. dire, c'est à l'auteur ou des fois des maisons d'édition aussi et juste leur dire que vous allez adapter et que ça reste en interne, que c'est pas une commercialisation que vous allez en faire derrière. Sinon, je pense que c'est d'autres choses aussi qui d'autres enjeux. Mais si vraiment c'est une utilisation très personnelle à votre structure ou très personnelle, face aux usagers que vous avez et ainsi de suite, voilà, juste de prévenir. Mais je pense que tout à fait, quand c'est quelque chose qui est interne, ça reste quand même, plus simple. L'idée derrière aussi, c'était, il y a alors il y avait une double question dedans. C'était, où est-ce qu'on pouvait trouver des histoires, qui pouvaient être adaptées à du jeune public justement et je crois que ton histoire a beaucoup plu parce qu'il y en avait qui ont demandé s'ils pouvaient se les pro où ils pouvaient se les procurer. Oui, alors là, c'est là où je trouve que le bât blesse un petit peu, quand on s'adresse au public des tout petits, c'est-à-dire, 0-3 ans ou 0-4 ans. Heu, Effectivement, moi, je trouve d'abord, c'est normal, il y a moins de production de kamishibai que de livres pour enfants, c'est évident, c'est incomparable. Donc autant en librairie, on va trouver plein, plein d'albums qui vont être très, très bien conçus pour cette tranche d'âge-là. Autant en kamishibai, on a moins le choix et très souvent, effectivement, dans, les publications de kamishibai, il y a peu d'histoires que je trouve vraiment adaptées aux tout petits. Donc c'est là où le conseil que je donne, c'est soit, avec ces planches-là qui sont pas toujours adaptées, par exemple, des fois, les textes vont être un peu trop longs ou un peu trop complexes. Mmh. On peut garder les planches, on peut garder les images et on peut réécrire un texte qui soit plus simple, plus adapté. La deuxième pratique qui peut faire peur, mais moi, à un moment donné, j'avais monté un module de formation et donc je m'étais adressée principalement à des directrices de RAM et donc il y avait un premier temps théorique où j'expliquais vraiment tous les outils, le kamishibai, mais dans les grandes longueurs aussi, tout ce que je vous ai expliqué sur la posture du conteur, le choix des histoires et cetera et il y avait un deuxième temps de mise en pratique où, bah, je leur demandais d'avoir créé un Mmh. kamishibai pour la deuxième session. Et ça leur faisait toutes très, très peur. Et finalement, elles sont arrivées systématiquement à cette phase-là avec un super kamishibai qu'elles avaient créé elles-mêmes. Et là où c'est intéressant, où il ne faut pas avoir peur et être trop complexé, c'est que comme je vous disais, si on veut s'adresser à un petit enfant, on écrit et on dessine à hauteur du petit enfant. Et du coup, on n'a pas besoin de faire de magnifiques dessins. On peut, on peut écrire des histoires avec des choses très, très schématiques, des ronds, des carrés, c'est possible. Je vous donne par exemple, pour vous inspirer, le nom d'un auteur que j'adore qui s'appelle Édouard Manceau et lui, il fait des histoires et vous irez voir, son trait n'est pas, hyper compliqué. Il dessine avec des éléments très, très simples et c'est un auteur qui fait des récits, extrêmement adaptés aux tout petits, très ludiques, très vivants, très rigolos, à partir de traits de dessin qui sont vraiment très, très simples. Donc moi, je dirais, lancez-vous et essayez de créer vos propres kamishibai et si vous n'en avez pas le temps et que vraiment c'est trop compliqué, bah, vous prenez des kamishibai, qui existent et si le texte vous semble un peu trop complexe ou que vous voyez que ça ne fonctionne pas,
bah, vous réécrivez. Mais par exemple, dans les Kamishibai que Lire Demain a pu nous faire parvenir, il y en a un par exemple que j'ai trouvé très adapté qui s'appelle, 10 petites poules. Mmh. Bon, bah, ça, c'est le type de récit, qui fonctionne extrêmement bien pour des tout petits. L'image est très, très simple, le texte est très, très simple, ressemble à une comptine et ça, c'est très efficace pour les tout petits. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs formats aussi. Des fois, il y a le Kamishibai aussi qui peut être se servir pour, comme imagier, Exactement. ou, bah, par exemple, ça, vous pouvez le trouver dans le commerce. L'histoire est pas, il y a pas d'histoire à proprement parler, c'est un imagier et qui peut des fois vous faciliter. Il y a eu la question de répéter l'auteur, si je dis pas de bêtises, c'est Édouard Manceau, si c'est Édouard ça? Manceau, c'est Manceu. C'est ça. Super. Alors lui, par Je exemple, c'est un auteur à qui j'avais demandé, j'étais fan de lui et ça marchait très, très bien en Kamishibai et donc je l'avais contacté en lui demandant si je pouvais utiliser ses histoires et il m'a dit: «Oui, toutes celles que vous voulez et avec grand plaisir» et c'est quelqu'un d'extrêmement chouette par ailleurs, voilà. C'est un auteur que je conseille, vraiment pour, ce type de public. donc voilà et après justement sur la question technique, il y a quelqu'un qui disait pour les aimants, il y a quelqu'un qui utilise aussi les aimants et il disait ce qui fonctionnait très bien pour elle, c'était de prendre les aimants qu'on mettait sur les frigos, Ouais, et parce qu'ils sont assez simples à couper, tout ce qui est calendrier aimanté, ce genre de choses et coller les images dessus, ça fonctionnait relativement bien. ouais, tout à fait. Voilà, ça Donc c'est de la brique, c'est ce qu'il faut faire. exactement, réutiliser. Ouais. Une autre question, c'était, qu'est-ce que tu conseillerais quand tu t'adresses justement à du jeune public, au niveau du nombre d'histoires? Est-ce qu'on se limite à une histoire ou à 2 his ou à plusieurs histoires? Q c'est quoi le réel rythme qui serait le plus adapté? OK. Oui, alors ça, c'est une question intéressante et essentielle. Hem, Moi, personnellement, quand, je fais mes séances, ce sont des séances qui peuvent durer de 25 minutes à une demi heure. Mais il faut savoir que moi, donc ça fait 10 ans que je pratique ça, 10 ans que je pratique ce public. Donc on peut dire que j'ai une, haute, connaissance de ce public et que du coup, je maîtrise très, très bien. Donc je peux aller jusque-là parce que tout ce que je vais proposer, est clairement, bien ciblé, ma posture et cetera aussi. Si on est un petit peu moins à l'aise ou un petit peu moins expert, on va diminuer ce temps parce que, le temps d'attention, d'un tout petit, il est bien sûr, limité. Donc moi, en tout cas, personnellement, je commence toujours par, un petit rituel pour ouvrir le Kamishibai. Je fais une première histoire. Des fois, j'ai des petits éléments que je leur fais passer dans les mains Mmh. parce que, la limite du kamishibai pour ce tout petit public, c'est qu'ils aiment aussi, toucher et que là, pendant l'histoire, bien sûr, ils vont pas pouvoir venir toucher le kamishibai ou se mettre devant. Donc moi, des fois, je leur fais passer des éléments de l'histoire entre les mains, pas toujours. Ensuite, il y a de nouveau une petite ritournelle rituelle. On ouvre pour une deuxième histoire, puis pour une troisième et en général, je termine avec une petite comptine. Mais voilà, pour un public de tout petit, on peut aller de 1 à 3 histoires. Ça va être des histoires très, très courtes, pas plus de 5 minutes, Mmh. l'histoire. Ça peut même être, vraiment plus court, hein. C'est des histoires de 1 minute à 4 ou 5 minutes et après, plus on est à l'aise avec ce public, plus on est à l'aise avec, le Kamishibai et avec ses histoires, plus on va pouvoir rallonger le temps parce qu'on va pouvoir mettre en œuvre des tas de choses qui vont faire qu'on continue à captiver l'auditoire. Bah, oui, oui, tout à fait. C'est toute l'idée, en fait, c'est aussi de s'adapter, en fait, à aux enfants ou aux personnes que vous accompagnez. Ça se trouve que la première fois, bah, vous allez vous faire une histoire parce que les enfants, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent et que du coup, il va falloir justement, à captiver, toute leur attention à ce moment-là. Puis au fur et à mesure, bah, on va pouvoir faire de plus en plus d'histoires. Là, justement, il y a quelqu'un qui me disait que dans sa crèche, elle a réussi à aller jusqu'à 4 histoires et en redemander. C'est parce qu'aussi c'est quelque chose qui a été, ritualisé, c'est des choses Exactement. qui prennent une place dans l'habitude de l'enfant aussi. Donc c'est aussi ce côté-là de au départ, oui, peut-être que ça va pas être, d'un seul coup 4 histoires. Si c'est le cas, c'est extraordinaire. Heu, mais c'est ce côté-là de réussir en fait à créer une dynamique dans le temps. En tout cas, Heu, par oui. rapport à l'idée de, moi, par exemple, j'ai pas la même pratique, donc je compte beaucoup, par exemple, dans les bibliothèques, théâtres et cetera, mais il y a aussi des endroits où je vais de manière régulière, comme les crèches, les réseaux d'ASMAT, où je vais 1 fois par mois, 2 fois par mois et alors là, c'est encore plus intéressant parce qu'effectivement, il va y avoir une progression possible parce que les enfants s'habituent extrêmement vite,
à ce qu'on leur propose. Et du coup, on va pouvoir monter en complexité d'histoire petit à petit, mais ce qu'on ne pourrait pas faire pour un public qui serait tout nouveau. Et une chose extrêmement importante aussi que j'ai oublié de dire tout à l'heure et qui me semble essentielle, quand je disais qu'il ne fallait pas s'enfermer dans la technique, euh, si on garde une certaine souplesse et une certaine ouverture, ça permet de regarder les enfants et de saisir leurs réactions. Et donc, on va pouvoir s'adapter aussi à ce qu'on fait dans le moment présent, mais également se noter pour plus tard, bah, qu'est-ce qui marche pas, quelles histoires, quand j'ai eu telle posture, quand j'ai chanté, quand j'ai monté la voix, et tout ça, on peut le noter quand on est vraiment très, très ouvert. Et c'est hyper important. Il ne faut pas être trop figé, trop rentré sur soi-même, sinon on passe à côté de toutes Ouais, ces éléments qui sont très importants. tout à fait. Il y a eu la question du livre, de l'histoire que tu conseillais, c'était, l'histoire de Lire demain, c'était il était 10 petites poules, si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça, ouais, voilà, Voilà, et si jamais même, si vous êtes dans cette continuité-là, parce que je sais que Lire demain, justement, là, le Kamishibai que je vous ai montré, c'est un très grand format, hein. Il est très grand, le Kamishibai. Si jamais vous voulez, créer vos propres histoires, ils ont des pages, vierges aussi pour créer vos propres histoires sur ce format-là. Donc il faut pas hésiter, c'est aussi toute cette question de cette liberté. Il y a justement, je voyais que certaines personnes disaient: «Oui, ils se sentaient pas encore capables», mais il y a aucun souci, c'est normal. Créer une histoire, c'est rien de simple, loin de là. Donc c'est aussi l'idée, c'est en fait de s'offrir, la possibilité de le faire si on le souhaite, de créer une évolution dans l'utilisation du Kamishibai, mais c'est vraiment en aucun cas une obligation. bien sûr. Heu Derrière, il y avait la question aussi justement, est-ce que c'était adapté à différents, publics, notamment par exemple des adultes en situation de déficience intellectuelle? Oui, bien sûr. Alors, pour moi, ça l'est totalement parce que, bah, en fait, vous allez utiliser des images qui sont relativement justement sobres, simples de décryptage. Il y a pas, il y a pas des textes qui apparaissent partout, c'est vraiment extrêmement neutre. Et donc, sur ce format-là, je dirais que c'est totalement adapté, et l'idée, c'est que aussi justement, en fait, c'est que, bah, vous allez travailler plein de choses par ce biais-là et que vous pouvez y amener, bah, des ritualisations. Il est pas rare que des fois on utilise le Kamishibai, on fasse comme dans un vrai théâtre, on fait, on tape les 3 coups au départ pour essayer de ritualiser l'ouverture des portes, fermeture des portes, la fin de l'histoire. On peut penser à plein de formes de ritualisation sur ce biais-là. Donc je pense que ça peut être totalement adapté. L'idée, c'est juste de choisir les histoires qui vont être les plus adaptées à cette cible. Alors moi, j'ai une anecdote rigolote à ce sujet parce que donc je pratique aussi auprès de publics d'enfants avec des troubles du comportement, en hôpitaux de jour, etc., en hôpitaux psychiatriques, et ça fonctionne très bien. Et puis une fois, je me suis retrouvée à une fête en hôpital psychiatrique, et je pensais avoir à m'adresser aux enfants comme habituellement, et je me suis retrouvée avec un public d'adultes, avec mes histoires qui sont des histoires pour les tout petits. Et ce qui est rigolo, c'est que ça a cartonné. Et donc, je me suis retrouvée avec des grands gaillards qui avaient peut-être 40 ans et qui étaient en plein ravissement, en fait, devant des histoires d'enfants. Donc, ça, c'est un côté qui est rigolo aussi. C'est que vraiment, il y a un pouvoir d'attraction de l'histoire en général, du kamishibai, des images. Et on peut se retrouver avec, ça m'est arrivé plein de fois, des adolescents, des grands enfants, voire des adultes, qui tout d'un coup sont super contents d'écouter une histoire pour enfants parce qu'elle est juste bien réalisée et que ça amène de la joie, quoi. Ou alors dans les réseaux d'ASMAT ou dans les crèches où je travaille, des fois, les, mmh, les adultes référents sont comme des enfants, quoi. Donc, oui, je pense qu'il n'y a vraiment pas de limite sur le public à qui on peut s'adresser. Encore une fois, ce qui va jouer, c'est le choix des histoires. Voilà. Comment on sélectionne ces histoires pour son public. Mais le média, il est intéressant pour tout type de public. Oui, tout à fait. Là, l'idée derrière, c'était aussi, je trouve justement sur la question du public, ça rejoint un peu, c'était la question de: «Mais comment on fait pour gérer des enfants qui bougent dans tous les sens?» Ah Alors, bah, ça, c'est une grande question. donc ça, c'est vraiment, mais on n'aura pas le temps de suffisamment Mmh. développer là, voilà. Mais c'est vraiment ce qui tourne autour de cette posture du conteur. Il faut déjà avoir soi-même une attitude très détendue, très ouverte et très souple, parce que notamment, chez les petits enfants, mais même après, ce sont des éponges émotionnelles. Et donc si on arrive nous-mêmes avec une forme de stress ou de rigidité, ils vont
immédiatement le ressentir. Et donc moi, ça m'arrive souvent, hein, d'avoir des enfants qui soit ont un trouble du comportement, soit sont petits, soit ben, c'est comme ça. Il y en a qui arrivent à s'asseoir et à être calmes et à écouter et d'autres beaucoup moins. Donc ça va passer par exemple par, au début, poser un cadre tout simple. Moi, j'explique par exemple que, si on n'arrive pas à rester assis, ce qui est le cas de certains enfants, Mmh. il y a pas de problème tant que l'enfant bouge dans le fond de la salle et fait suffisamment peu de bruit pour pas déranger tous les autres. Et j'explique, par exemple, qu'il va pas non plus pouvoir s'approcher du kamishibai et le toucher parce qu'il risque de tomber et qu'il va gêner la visibilité. Et si jamais ça arrive, j'arrive quand même à intervenir, mais avec beaucoup de douceur et de souplesse. Et en général, quand on trouve cette douceur, cette souplesse, le propre plaisir que nous-mêmes on a à raconter des histoires, ça se passe enfin moi, ça se passe toujours, très, très bien. Et si parfois les enfants bougent, c'est pas dramatique non plus. Moi, en réseau d'ASMAT, par exemple, j'ai un public qui va de 0 à 3 ans. Il y a des enfants qui sont très petits et qui n'arrivent pas encore à avoir la concentration pour être posés devant le kamishibai. Ils vont bouger, il va y avoir un peu de bruit, c'est pas dramatique. Et aussi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que des fois, on a l'impression que les enfants n'écoutent pas. Et ça m'est arrivé plein de fois de voir des enfants partir, faire des ronds, des détours et bouger dans tous les sens et venir à la fin de la séance et ils avaient tout enregistré, tout mémorisé et en fait tout suivi. Ouais, tout à fait. Là, il y avait des personnes aussi qui disaient qu'ils agrémentaient des fois les histoires avec, justement du matériel un peu sensoriel qui était dans le même déroulé pour essayer de le faire vivre aussi aux enfants par ce biais-là. Ça, c'est Ça une fonctionne super aussi extrêmement bien. oui, ça, c'est vraiment super. Il y avait une question, quelqu'un demandait ton avis sur, justement l'utilisation du Kamishibai avec, des images qui défilent mais sans texte. Ouais. Qu'est-ce que tu en pensais de ces histoires-là ou est-ce que tu as déjà pu les expérimenter? Alors moi, j'ai jamais vu ni fait ça, OK. mais je pense que c'est comme je disais, il y a aucune limite à ce qu'on peut proposer et essayer, et je pense que ça peut tout à fait marcher, oui. Heu, j'ai des histoires qui ont des textes extrêmement minimalistes, donc ça se rapproche, Mmh. voilà, c'est l'étape d'après le texte minimaliste, juste l'image, pourquoi pas? Et après on peut aussi faire de la musique ou pas, on peut Mmh. proposer du silence et juste de l'image, ouais. Tout est imaginable et ensuite c'est à l'épreuve du public, hein. On Oui, propose, tout à fait. ce que ça suscite comme réaction. Au niveau des formats, il y a un peu de tout. Vous avez du A3, du A4, l'idée c'est que ça soit le plus accessible à vous, et que vous puissiez les adapter comme vous voulez. Le plus grand que j'ai pu voir, je crois à l'heure actuelle, c'est quand même du A3. C'est déjà très grand, très honnêtement. Pour que ça tienne, si vous êtes en structure d'accueil ou autre, bah, soit vous le posez à même le sol, mais moi ce que je vous conseille, c'est peut-être de le mettre un peu plus en hauteur pour que ça soit à hauteur des yeux des enfants quand ils sont assis et pour vous, vous soyez plus à l'aise. Et le plus adapté, que moi j'avais pu expérimenter, c'était sur la table en fait des enfants directement. Je croyais que c'était une hauteur qui était assez adaptée. Oui, moi j'ai une toute petite table, voilà, c'est à peine relevé parce que je m'adresse à des enfants qui sont en général Mmh. assis sur des tapis, donc encore une Ouais. fois, tout est public et je te contredis juste sur le format Ah ouais? A3 moi, que j'ai moi et c'est plus petit que par exemple, le Kamishiba, il a de lire de main. Oui, OK. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des tutoriels de construction de Mmh. kamishibai aussi. Bon, pareil, hein, tout le monde n'a pas envie soit de dessiner, Oui, soit de c'est ça. construire des kamishibai, mais si toutefois, vous aviez envie d'en réaliser un, c'est possible. On peut même, avoir des constructions plus légères, vous savez, avec du carton, très épais, là, ceux qui gondolent un peu, qui ont des bulles à l'intérieur et avec du carton comme ça, il y a des tutos en ligne avec lesquels on peut construire, un 1er kamishibai, par exemple. Si on veut essayer, et pas investir de suite dans un matériel, coûteux, c'est possible. Il y avait une question sur la question, par exemple, comment avoir les pages vierges? Bah, j'ai envie de vous dire que ça dépend le format que vous faites. Sinon vous pouvez très bien aller, par exemple, dans des enseignes qui vendent du papier un peu épais pour que ça garde quand même la forme. Et si jamais vous avez acheté, votre Kamishibai, chez quelqu'un directement, bah, voir s'il y a pas des pages si, cette personne-là vend pas des pages vierges, ce fournisseur-là ne vend pas des pages vierges. Vous avez un franchement, par rapport à ça, vous avez une forme de liberté qui est assez importante. Il y avait deux dernières questions et je pense que ça va être les dernières parce qu'on va arriver au bout. La première c'était, jusqu'à combien d'enfants, de groupes d'enfants tu pouvais, accueillir lors de tes séances pour raconter des histoires de Kamishibai? OK.
Alors, encore une fois, tout dépend du public. Moi, pour mon Mmh. public, c'est un public de tout petit. Tout dépend. Quand je suis dans des structures type crèche, réseau d'Asmat où je reviens régulièrement, en général, on fait des petits sous-groupes où ils vont être entre 10 et 12 par, sous-groupe et là, on a vraiment un confort de racontage et d'interaction possible, avec les enfants qui est optimal. Ensuite, quand je vais, en théâtre ou en bibliothèque, parfois j'ai pu avoir jusqu'à 30-40 enfants. C'est encore possible. C'est un peu moins confortable pour les enfants parce que moins ils vont être, plus on va pouvoir avoir une interactivité. Moi, par exemple, je prends le soin en général de regarder chaque enfant. C'est une manière de les rassurer et de les intégrer, à ce qui est en train de se jouer. Donc bien sûr, plus ils vont être nombreux, moins ça va être, faisable. Mais, en tout cas, le Kamishiba, il permet, par exemple, si on s'adresse à un public de plus grands ou d'adultes, on peut compter pour des publics assez grands. Si c'est des tout petits, je préconise d'essayer de faire des sous-groupes et de s'adresser à un nombre plus restreint d'enfants. Et on va dire que c'est la dernière question parce que je vois qu'il y a des personnes déjà qui doivent partir. On va faire Mmh. la toute dernière, c'est que tout à l'heure, tu as un peu, attisé la curiosité de tout le monde avec l'auteur que tu as cité, Ah, qu'ils connaissaient pas forcément et donc du coup, oui. ils voulaient savoir si tu avais d'autres auteurs comme ça qui pouvaient un peu ouvrir leur champ des possibles. Ah, alors ça, je l'ai pas préparé. Est-ce qu'on pourra leur envoyer une note, Pas de souci. ouais, il Ce que je faudrait vous que, propose, c'est que, à la limite, comme il va être disponible en replay, je vais voir avec mon collègue et on va essayer de le mettre sinon dans le bandeau en sous-descriptif, de quelques noms d'auteurs qui pourraient vous inspirer. OK, voilà, comme ça me je prends le temps d'y Oui, il réfléchir y et a je pas de souci. liste. OK. Bah, merci à tous. Merci à toi, Lise, d'avoir pris le temps, pour cette vidéo. En tout cas, je vois que ça a plu à énormément, il y a eu énormément de questions. Merci d'avoir été aussi nombreux parce que pour nous, c'était une première aussi, pour l'association d'accueillir autant de monde, pour un webinaire. C'est comme quoi ce sujet a vraiment, énormément plu. Il y a juste une toute dernière question qui était, comment on clôture le moment des comptes? Est-ce que tu as une technique particulière? Bah, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors en général, bon, que ce soit avec le Kamishibai ou toute autre forme de technique, on essaie de créer de la ritualisation et donc des petites choses qui vont revenir systématiquement. Donc moi, j'ai mes propres ritournelles pour ouvrir entre chaque histoire, fermer. J'ai des petites chansons pour dire au revoir et effectivement, c'est ce que je disais au début, de ne pas s'enfermer, Mmh. c'est-à-dire qu'il faut penser à tous les aspects périphériques qui vont faire la réussite de la séance et effectivement, quand on s'adresse à des enfants, d'autant plus si on va les revoir, ils adorent le rituel, ça les rassure, ça les rend confiants, ça les englobe et donc moi, oui, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut se créer soi-même. Il faut que ce soit extrêmement personnalisé, et qu'on cherche quelque chose qui vienne de nous-mêmes et qu'on va vraiment s'approprier. Pour que ça reste, comme je le disais, il faut qu'on soit détendu, solaire, ouvert, donc voilà, à chacun de trouver son petit rituel, mais oui, le rituel, est extrêmement important et contribue à la réussite de la séance. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à tous pour votre inscription et d'avoir été surtout présents. On va vous faire parvenir le lien, je pense à travers le fait de votre inscription et si jamais, voilà, comme je vous le disais, il sera sur YouTube, sur, la plateforme Télégirafe où on met d'habitude nos autres webinaires. À l'heure actuelle, je pense qu'on ne peut pas faire d'attestation de présence pour ce genre de webinaire-là, mais si jamais, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour voir si, s'il y a une possibilité autre et sinon, bah, vraiment un grand merci pour ta présence, Lise. Ça a énormément plu et je vois beaucoup de gens qui sont extrêmement et qui ont été extrêmement intéressés, et qui l'ont même utilisé le bouteille pour faire des théâtres d'ombre, ce genre de choses, qui se l'ont vraiment approprié jusqu'au bout. Donc, un grand merci à toi d'avoir pu, nous exprimer, ce côté-là, et comme quelqu'un a pu le dire dans le commentaire, vive le Kamishibai, qu'il continue. Et surtout, bah, voilà, un grand merci et surtout si vous avez, loupé le début ou autre, n'hésitez pas à aller, revoir le replay et je vous souhaite une agréable fin de journée et donc du coup, bah, merci Lise, merci Lieu aussi pour, d'avoir, d'avoir été le mécène pour, l'organisation de ce webinaire-là, de nous avoir fait parvenir ces Kamishibai et surtout, bah, un grand merci à vous et puis à bientôt.